Donc, nous allons maintenant accueillir l'intervenant suivant, qui est Gérard Cotte, que vous voyez Ouais. à l'image. Donc, Gérard, on se connaît depuis un moment. Tu avais commencé ta carrière en tant que chercheur CNRS, tu m'avais dit de 1976 à 97. Je crois qu'à l'époque, tu étais à l'ESPCI, si je me souviens bien, avec Madame Bauer, c'est de la vieille histoire. Tu as migré ensuite à l'école de chimie de Paris en 97 en tant que professeur, où tu as développé en 98 un enseignement de troisième année de cycle ingénieur qui s'appelait le secteur nucléaire. Et il est devenu en 2009 la spécialité Fuel Cycle du master Nuclear Energy de Paris-Saclay. Tu as été aussi porteur associé de la chaire ParisTech, qui s'appelait Ingénierie nucléaire, de 2010 à 2017. Et tes recherches ont porté sur la production et le recyclage de métaux stratégiques, qu'ils soient radioactifs ou non, par voie hydrométallurgique, et notamment par extraction liquide-liquide. Alors maintenant, tu es depuis 1 ou 2 ans professeur émérite, je ne sais plus. 4 ans. Ah oui, déjà, le temps passe vite. Ouais, ouais, Professeur émérite à Chimie ParisTech, et tu participes encore à l'heure actuelle à des comités d'experts tels que celui de l'Institut international de l'énergie nucléaire, ou aussi tu es expert pour BPI France. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de t'accueillir et tu vas nous présenter une communication donc, qui s'intitule Hydro-Pyro, quelle place dans le nucléaire du futur? Eh ben, alors Gérard, ben, merci pour ta participation et donc je te donne la parole. merci bien. Bon, je vais essayer de mettre le partage d'écran. Alors, est-ce que j'y Vas-y. arrive? Alors, est-ce que ça a marché pour vous? Oui, Bon, oui, donc c'est bien, bien. oui, Non, attends, j'ai encore un petit souci, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Et puis, je tiens à féliciter les deux intervenants précédents qui ont bien posé le problème. Alors, effectivement, moi, en tant qu'universitaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter là-dedans? Puisque les vrais spécialistes, c'est les deux intervenants précédents. Et puis, finalement, j'ai dit, ben, je vais peut-être trouver une voie pour m'insérer entre les deux, d'où le titre Hydro-Pyro. Alors, pour situer un petit peu le problème, je pense qu'il convient de regarder quelle est la situation du nucléaire civil actuel. Et ce nucléaire civil actuel, il repose uniquement sur la filière uranium. Alors là, vous avez un camembert qui vous donne un petit peu la répartition entre les différents types de réacteurs. La majorité sont des réacteurs à eau pressurisée, le type de nos réacteurs français finalement. Il y a des réacteurs à eau bouillante et puis quelques réacteurs, enfin un certain nombre de réacteurs à eau lourde, dire sans enrichissement, c'est de l'uranium naturel. Et puis après, quelques autres types de réacteurs. Donc l'idée, c'est que le cycle du combustible qui est associé est majoritairement un cycle du combustible autour de l'uranium, hein. Alors, ce cycle vous a été en partie présenté tout à l'heure. Je ne vais pas le reprendre dans le détail. Par contre, j'ai essayé de positionner à l'endroit de ce cycle différents endroits où se trouve l'hydrométallurgie. Alors, bien évidemment, l'hydrométallurgie, comme ça a été dit tout à l'heure, se situe dans la partie mine et fabrication du yellow cake, hein. De façon un petit peu moins attendue, peut-être pour certains d'entre vous, on trouve également de l'hydrométallurgie dans la conversion. Alors la conversion, c'est quoi? C'est le passage du yellow cake, donc un oxyde d'uranium, par exemple typiquement U3O8, en UF6 pour l'enrichissement. Donc pour cette conversion, en fait, il y a deux conversions, une voie sèche qui ne nous concerne pas et une voie humide dans laquelle finalement on trouve une purification parce qu'en fait, le yellow cake, l'uranium du yellow cake, il est relativement pur, mais il n'a pas la qualité nucléaire. Donc, pour l'amener à une qualité nucléaire, il est possible d'utiliser un procédé qui est très voisin du procédé Purex, qui permet d'amener donc à un degré de pureté extrêmement grand vis-à-vis de ces impuretés qu'on trouve. Donc, ça, c'est l'hydrométallurgie. Et puis, un des gros morceaux également de l'hydrométallurgie,
c'est le retraitement. Alors, le retraitement, d'abord, vous le savez probablement, il n'est pas pratiqué par tous. Donc, la chaîne de la mine au passage d'un réacteur et après le réacteur, donc le combustible usé, peut s'arrêter tout simplement à la sortie du réacteur. Par contre, lorsqu'il y a retraitement, eh bien, comme cela a été dit, il y a donc Purex et en France, l'usine d'Orano de La Hague permet de récupérer du plutonium et de l'uranium. Alors, l'uranium de retraitement, ce qui a été dit tout à l'heure, je le compléterai légèrement. Pourquoi on l'envoie en Russie? C'est qu'en fait, dans l'uranium de retraitement, il y a un élément qui est un petit peu émetteur gamma et on ne veut pas rentrer effectivement d'émetteurs gamma dans les centrifugeuses d'enrichissement actuelles. D'où le fait que c'est traité ailleurs. Par contre, techniquement, on pourrait très bien dédier, si politiquement on le souhaitait, des centrifugeuses à cette application-là. Pour ce qui concerne aussi bien l'uranium que le plutonium, ce qui a été dit un petit peu entre guillemets tout à l'heure, c'est un petit peu l'évolution isotopique. Alors, l'uranium de retraitement, outre le fait qu'il y a un élément qui par des croissances, donne des émetteurs gamma, il y a une montée en puissance de l'uranium 236 et c'est ça qui est un peu problème parce que l'uranium 236, donc par capture de neutrons par l'uranium 235, c'est un neutrophage, d'où la nécessité de surenrichir un peu, pas énormément, mais un peu. Donc là, l'utilisation de cet uranium de retraitement, c'est une question qui peut se poser d'un point de vue économique entre le coût, comme ce nous a été montré, une certaine volatilité du prix de l'uranium et puis le coût de l'enrichissement. Les capacités d'enrichissement font que effectivement, il peut y avoir aussi un certain compromis à trouver entre ces deux-là, sachant que l'uranium de retraitement est finalement peu utilisé. En ce qui concerne le MOX, donc le plutonium, là encore, si vous voulez, au fur et à mesure du passage en réacteur, il y a une montée en puissance des isotopes impairs, le plutonium 240, 242, et effectivement une dégradation isotopique du plutonium et de sa qualité pour passer en réacteur. Alors ça, c'est sensible pour les réacteurs à neutrons thermiques, hein. Effectivement, le multirecyclage du plutonium en réacteur à eau légère est faisable, mais ça va être quelquefois, ça ne va pas être un recyclage pérenne. Et au demeurant, bon, les chiffres, je crois, qui ont été donnés un petit peu tout à l'heure, mais par exemple pour la France, alors je pense que ces valeurs-là, c'est des quantités de 1000 tonnes par an pour du combustible vierge. Je pense que c'est peut-être en tonnes de métal lourd, mais bon, à vérifier. Et le MOX, c'est à peu près 10-12% de cette valeur-là. Maintenant, quand on regarde dans le monde, au niveau des réacteurs qui acceptent du MOX, c'est à peu près 5%. Donc aujourd'hui, pour la France, effectivement, c'est une assez belle démonstration, mais concrètement, c'est quelque chose qui est relativement encore minoritaire au niveau mondial. Donc voilà, et ensuite vous avez le passage en réacteur, et on va aller un petit peu plus loin par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question finalement comment va évoluer le nucléaire dans le futur. Donc je vais procéder un petit peu par deux étapes. Une première étape qui est celle-ci, qui est une projection finalement de la capacité nucléaire installée et puis de la capacité à se développer. Alors en projection, bon là c'est jusqu'à 2050, mais on peut avoir une extrapolation un petit peu plus lointaine. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit finalement que, sans rentrer dans les détails, les réacteurs finalement de génération 3, les réacteurs que l'on connaît, alors avec les variantes qu'on a vues tout à l'heure, vont exister pendant pas mal d'années, 2050, mais on voit bien que 2050, ce n'est pas la fin. Alors, cette décroissance que l'on observe ici, c'est tout simplement la fermeture d'un certain nombre de réacteurs qui arrivent en fin de vie et qui seront remplacés, par exemple, par des EPR. Mais en gros, on peut dire finalement que l'hydrométallurgie, pardon, par rapport à cette évolution-là, va rester à peu près la même que celle que l'on connaît aujourd'hui,
pour ces combustibles et ces réacteurs associés. Alors, au niveau de l'aval, bon, ben, la présentation de Diana nous a apporté beaucoup d'éclairage. Moi, j'avais noté, mais voilà, de l'hydrométallurgie, ce que j'appelais déporté, c'est l'in situ recovery, parce qu'effectivement, ça se fait plus en usine, mais ça se fait directement sur le terrain. Au niveau des ressources conventionnelles, j'avais noté aussi, comme ça, la récupération de l'uranium dans l'acide phosphorique. Alors ça, effectivement, c'est un vieux, vieux problème, hein, ça date des années 70. La question qu'on peut se poser aujourd'hui du point de vue peut-être environnemental ou réglementaire, c'est jusqu'à quel point on peut se permettre de vendre des engrais qui contiennent encore un petit peu d'uranium. Ça, je ne sais pas si ça pourrait pas être une pression à un moment donné de s'intéresser plus que ça à cette récupération de l'uranium, sachant que la récupération de l'uranium en soi a sa propre valeur économique, comme ça a été souligné. Alors, parmi les choses qui m'ont frappé, en tant que chimiste, hein, et universitaire, c'est le développement dans les années 2013-15 de molécules que j'appelle révolutionnaires qui ont permis, si vous voulez, d'extraire très sélectivement l'uranium de l'acide phosphorique, notamment vis-à-vis d'éléments d'impureté comme le fer. Or, ces molécules-là, c'est une vraie révolution par rapport à ce qui existait précédemment, sachant que d'un point de vue industriel, la récupération de l'acide phosphorique avait été pratiquée dans les années 80-90, et puis ça avait cessé tout simplement parce que le prix de l'uranium ayant chuté fortement à ce moment-là, n'était plus devenu rentable. Malheureusement, ces belles molécules et ce procédé, je dirais, est en attente d'industrialisation. Mais bon, Diana a fait des commentaires un petit peu sur les évolutions possibles et des choix qui sont parfois des choix non pas uniquement scientifiques et technologiques, mais parfois politiques. Et puis j'avais noté, mais vous voyez comme quoi il y a une certaine convergence des points de vue, la question de l'eau de mer. Alors moi, je dirais que c'est un vieux rêve bridé par des considérations économiques. Peut-être qu'effectivement, les échangeurs d'ions, les sorbants actuels permettront un jour d'arriver à quelque chose d'économique. Aujourd'hui, je n'ai plus en tête exactement le facteur, mais en gros, la récupération coûterait peut-être 5 à 10 fois plus cher que le prix de l'uranium classique. Voilà ce que je dirais simplement pour l'amont du cycle, le reste ayant été présenté et super bien présenté par Diana. Alors en ce qui concerne l'aval du cycle, donc là aussi on a eu une très belle présentation et je vais pas faire beaucoup de commentaires sur ce qui a été dit, enfin ce serait malvenu. Par contre, je vais peut-être montrer un peu les évolutions de concepts tels qu'on peut les voir. Donc, il a été évoqué effectivement à une échelle un petit peu plus lointaine probablement la notion enfin, d'extraction de procédés sans redox, hein, donc effectivement avec les monoamides, mais de façon un petit peu plus proche peut-être, je ne sais pas si c'est industrialisé, on peut imaginer, disons, un concept comme le concept COEX. En quoi consiste-t-il? Ben, si vous voulez, le Purex, ça vous permet d'extraire très proprement, d'un point de vue chimique, hein, bien sûr, l'uranium, et d'un point de vue chimique, le plutonium. Et la première chose qu'on fait quand on fait des MOX, on s'empresse de remélanger le plutonium à de l'uranium. Donc l'idée de COEX, c'est qu'effectivement, on peut peut-être laisser un peu d'uranium en faible quantité dans le plutonium, et qu'on réutilisera ensuite, évidemment, pour faire des MOX. Alors l'avantage de ça, entre autres, c'est une sorte de prévention vis-à-vis des risques de prolifération, voilà, risques de prolifération. Alors maintenant, le volet réacteur à neutrons rapides nous a aussi été présenté. Alors je dirais peut-être deux choses. D'abord, vous voyez, l'espoir contrarié pour un temps, hein, des réacteurs à neutrons rapides. Donc il y a eu Phoenix, bon, on l'a fermé, mais lui, c'était probablement ce réacteur-là pour des questions de durée de vie. Super Phoenix, hein, qui est mort prématurément. Astrid plus récemment. Malgré tout, l'enjeu des réacteurs à neutrons rapides et qui ont justifié des tas de recherches derrière,
c'est le multirecyclage. Alors, quel est l'avantage des neutrons rapides? Eh bien, les neutrons rapides sont peu sensibles à l'isotopie. En gros, on pourrait dire que ce sont des réacteurs mange-tout, bien qu'il faudrait mettre un petit peu quelques pondérations pour quelques éléments. Mais malgré tout, on peut effectivement, enfin, ça donne une ouverture sur une fermeture, une vraie fermeture du cycle que l'on n'aura jamais de toute façon avec les réacteurs à eau légère actuels. Alors, par rapport à ça, il y a un certain nombre de scénarios, hein. Donc, le scénario, c'est de récupérer l'uranium, le plutonium et notamment les actinides mineurs qu'on pourrait repasser en réacteur. Après, on peut avoir des variantes un peu différentes. Et une variante un peu plus généraliste, c'est d'avoir l'uranium d'un côté et le plutonium avec les actinides. C'est ce qu'on appelle les séparations groupées. Et là, effectivement, on pourrait repasser le groupe en réacteur. Donc tout ça, ça correspond à de très nombreux procédés et de très très nombreuses études, bien évidemment que je ne vais pas commenter aujourd'hui parce qu'on y passerait un temps infini. Malgré tout, en tant, toujours en tant que scientifique, il y a des choses qui m'ont marqué et j'en citerai une parmi d'autres, si vous voulez. C'est la séparation des actinides et des lanthanides, donc en milieu nitrique, hein, bien sûr. Euh, et quel est l'intérêt de cette séparation-là? C'est que les lanthanides, en fait, sont neutrophages. Donc, si vous voulez repasser en réacteur des actinides, il est de bon ton d'éliminer effectivement les lanthanides. Et cette séparation, enfin, les éléments sont très très voisins, ont des propriétés chimiques très très voisines. Et parmi les choses qui ont été développées dans les années 2000 et qui sont tout à fait remarquables, c'est la création de molécules que j'appelle à nouveau révolutionnaires, hein, qui sont les BTP ou les BTBP, bis-triazényl-pyridine ou bis-triazényl-bipyridine, qui permettent d'avoir des facteurs de séparation entre les deux familles, actinide 3, lantanide 3, tout à fait remarquables. Alors, juste pour les notions de concept dans lesquelles je ne vais pas rentrer beaucoup maintenant, mais qu'en fait, ces molécules-là peuvent être utilisées comme extractants, auquel cas, ça serait des molécules lipophiles, mais on peut aussi les utiliser comme, je dirais, complexants en phase aqueuse, donc avoir la sélectivité à la désextraction au lieu de l'avoir à l'extraction. Ça correspond à différents schémas de procédés. Et là, elles sont hydrophiles, on leur greffe des groupements sulfonates, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment de très, très belles molécules. Je ne dirai pas plus là-dessus, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais tous ces procédés, effectivement, sont sur étagère. Il n'y en a aucun qui aurait eu certainement des essais à une échelle pilote, micro-pilote, mais c'est des procédés qui sont aujourd'hui sur étagère, mais qui pourraient trouver un regain d'intérêt avec les développements futurs du nucléaire et le changement de paradigme qui s'opère. Alors, quel est ce changement de paradigme? Alors, il a été un petit peu évoqué tout à l'heure, mais en gros, et ça, je pense que pour le grand public, c'est quelque chose qui serait intéressant d'intégrer. Jusqu'à présent, un nucléaire civil, c'était quoi? C'était un nucléaire électrogène. Tous nos réacteurs sont des réacteurs électrogènes en France, de puissance, hein, j'entends. Ce sont des réacteurs de forte puissance. Alors, 900 mégawatts les premiers, les EPR, ça sera probablement 1600 mégawatts électriques, hein, le petit W, il est devenu W. Et puis, ce sont des réacteurs, des centrales centralisées qui alimentent un réseau électrique, mais les centrales, bon, il y a un certain nombre de centrales en France, elles sont centralisées. Et la construction de ces centrales est longue et se fait sur site. Un exemple typique, et je ne vais pas insister là-dessus, c'est notre EPR Flamanville. Vous ne me direz pas le contraire, c'est un peu long. Maintenant, quel est le changement de paradigme? Eh bien, c'est l'émergence d'un nucléaire un peu différent, alors qui sera toujours au moins en partie électrogène, mais aussi dual, électrogène-calogène. Calogène, ça veut dire qu'il distribue de la chaleur. Ou encore un nucléaire qui sera purement calogène. Après, ce sont un nucléaire pour lequel on envisage de faible à moyenne puissance. Alors, typiquement, entre 10 et 300 mégawatts électriques. 10, à comparer à 1600, on ne peut pas dire, mais c'est quand même beaucoup plus petit. Et c'est un nucléaire qui sera décentralisé.
implantés au plus près des utilisateurs, voire chez les utilisateurs. Je ne vais pas donner, évidemment, je vais trahir aucun secret, mais je connais une entreprise de l'agroalimentaire qui envisage effectivement d'implanter sur son site un micro-réacteur pour répondre à ses besoins, soit de chaleur ou d'électricité. Et enfin, ces petits réacteurs pourront être préfabriqués ou fabriqués éventuellement en usine. Donc, c'est plus sur site. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactor en bon français, ou Advanced Modular Reactor également en bon français. Alors, voilà un exemple, si vous voulez, enfin, une image, hein, c'est NRG qui propose ce type de réacteur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce réacteur tout de suite, et puis ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt par rapport à l'hydrométallurgie ou et la pyrométallurgie, mais simplement, c'est une question de taille. Là, ici, vous avez un individu, vous avez un baraquement classique, voilà la taille du réacteur. Ça n'a rien de comparable effectivement avec les réacteurs, avec nos centrales nucléaires actuelles. Donc quelque chose de très décentralisé. Alors les concepts, ils sont nombreux, hein. Les concepts de SMR sont très nombreux, aussi bien dans la température de ce qui va être produit. Il y a des températures autour de 100 à 200 degrés, c'est plutôt de l'eau bouillante, hein. Et là, par exemple, une application, ça peut être le chauffage urbain. Et puis, vous montez un petit peu en température, vous arrivez à des réacteurs à métaux fondus, eau supercritique, etc. Rapide en général, oui, rapide en l'occurrence pour cela. Et puis vous montez à des réacteurs à très haute température qui peuvent atteindre les 1000 degrés, donc pour d'autres applications, notamment dans la métallurgie, la production de l'hydrogène. Alors j'ai mis à part un peu les réacteurs à sel fondu, parce que tous les autres réacteurs, ce sont des réacteurs à combustible solide. Par contre, ce qu'on appelle les réacteurs à sel fondu, ils ont une particularité qu'on va voir dans un instant. Alors, quelle est la perspective de déploiement des SMR finalement? Alors, je ne sais pas tout à l'heure si j'avais bien précisé la chose, mais en gros, voilà, c'est ça. La, la- la puissance, disons, installée actuelle, c'est à peu près 400 gigawatts électriques dans le monde, environ, hein, si vous voulez. Si vous faites abstraction de l'année 2022 où il y a eu la Covid, ça a un peu baissé, mais l'ordre de grandeur est à peu près celui-là. Eh bien, vous voyez qu'à partir des années, alors jusqu'aux années 2035, il ne va pas se passer énormément de choses, hein. C'est le temps de construction des réacteurs. Les projets qui sont en cours auprès de BPI France et de France 2030 verront le jour à peu près dans les années 2035-2040. Mais après, on voit une montée en puissance extrêmement importante. Et en gros, on arriverait à des capacités installées. Alors, c'est une projection, hein, bien sûr. Certains diront qu'elle peut être optimiste, à peu près de 400 gigawatts électriques. Donc, on doublerait en gros les capacités avec ce type de réacteur. Alors, je reviendrai un tout petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure pour simplement le confirmer, hein. La plupart des SMR vont bénéficier des acquis du cycle du combustible actuel et de l'hydrométallurgie, devraient encore jouer un rôle tout à fait important et essentiel. Alors, par exemple, bon, on trouve sur le site internet, donc je le signale ici, le projet Calogena de réacteur donc calogène, hein, qui délivrerait une chaleur à 120 degrés pour du chauffage urbain. Donc, vous voyez, ça serait installé au niveau d'une ville. Eh bien, lui, il utilise, ce sont des réacteurs piscine, on utilise un combustible tout à fait classique. Et effectivement, là, il y aura besoin de l'hydrométallurgie d'aujourd'hui. Euh, Après, il y a des spécificités et effectivement, les points durs ont été évoqués, notamment avec la montée en plutonium. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire, mais là encore, l'hydrométallurgie devrait encore jouer un rôle très important. Et un exemple, si vous voulez, c'est le projet JIMI de réacteur, donc HTR calogène. Donc encore une fois, uniquement calogène, celui-là, mais où cette fois-ci, le combustible se présente sous forme de particules, ce qu'on appelle triso, avec un enrichissement qui peut atteindre, hein, pas obligatoirement, jusqu'à un petit peu moins de 20%, puisque 20% c'est la limite entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Voilà, voilà. Mais là, des procédés seront intéressants et l'hydrométallurgie a beaucoup de choses à faire. Maintenant, les réacteurs à sel fondu se
démarque, comme je l'ai dit il y a un instant, fortement des autres technologies, puisque le sel fondu, qui est donc liquide, hein, joue à la fois le rôle de combustible et de caloporteur. Je crois qu'on a vu ce schéma-là tout à l'heure, donc je ne vais pas le recommenter beaucoup plus. Par contre, ce qui est quand même intéressant à dire, c'est que les réacteurs à sel fondu, enfin au moins un réacteur à sel fondu, a existé. Alors, il se trouve que mon image s'est cachée un peu. C'était un projet qui a été construit donc à Oak Ridge et qui a été exploité entre 65 et 69. En l'occurrence, c'était un réacteur à sel fondu qui était à sel fondu fluorure, hein. Voilà, donc le principe, il est là. Alors, à noter que dans beaucoup de projets, enfin dans un certain nombre de projets, il peut y avoir une unité de traitement du combustible qui est associée directement au réacteur. Mais pas forcément, mais ça peut être une option. Alors, maintenant, si je parle uniquement des réacteurs à sel fondu, là encore, il y a une grande diversité de projets. Alors déjà, la diversité, elle commence par, s'agit-il de réacteurs à spectre thermique ou de réacteurs à spectre rapide? Bon, ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, après, ça engage un petit peu sur le combustible qu'on peut utiliser. Et en particulier, les réacteurs à sel fondu permettraient d'utiliser, enfin, plus facilement probablement le combustible thorium via l'uranium 233 qui serait produit in situ, ce qui ne se fait pas aujourd'hui dans aucun de nos réacteurs en fonctionnement. La deuxième option importante, c'est le milieu, le sel. Beaucoup de travaux, et le premier réacteur que je vous ai présenté, la Oak Ridge, c'était un réacteur à sel fondu fluorure. Maintenant, on s'intéresse également aux réacteurs à sel chlorure. Alors pourquoi on s'intéresse aux réacteurs à sel chlorure? Pour un certain nombre de raisons. D'abord, d'une manière générale, l'intérêt des réacteurs à sel fondu, c'est qu'ils fonctionnent à faible pression, quelques bars, hein. Le sel fondu n'a pas de tension de vapeur, donc effectivement, c'est quelques bars. Le sel chlorure a un avantage en termes de solubilité parce qu'il va falloir solubiliser beaucoup de choses lorsqu'il y a des... Donc effectivement, il y a le combustible, il y a l'uranium, il y a le plutonium, il peut y avoir le thorium. Et puis, les produits d'activation, les actinides mineurs qui vont s'agréger là-dedans, et puis les produits de fission. Donc, au final, la voie chlorure aurait des avantages par rapport à la voie fluorure en termes de solubilité de ces éléments. Par contre, elle présente un petit inconvénient, potentiel en tout cas, c'est que bon, le fluorure, bah, si on a choisi l'hexafluorure d'uranium pour faire l'enrichissement, c'est parce que le fluor n'a qu'un seul isotope. Par contre, le chlorure naturel, le chlorure de sel que vous avez chez vous, hein, le chlore, il existe sous une forme de deux isotopes, le chlore 35, 75% environ, et le chlore 37, le complément, donc 25%. Et malheureusement, le chlore 36 peut s'activer sous flux neutronique pour donner du chlore 36 qui a la mauvaise idée d'être émetteur bêta, donc il est radioactif, et surtout d'avoir une période de 300 000 ans. Donc effectivement, on voit un petit peu la problématique qui est derrière pour faire accepter ces réacteurs-là. Donc une des réponses, c'est de faire de l'enrichissement en uranium en chlorure 237, en chlorure, pardon, 37, excusez-moi, ce qui est tout à fait faisable, mais bon, qui complique un petit peu les choses. Alors, du point de vue de la chimie, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images. Là, vous avez un exemple de chlorure, de trichlorure de plutonium dans le technique LiCl, KCl, et ça, c'est à 500 degrés. Alors déjà, vous voyez les températures, 500 degrés, on n'est plus dans le domaine de l'hydrométallurgie, mais on entre dans le domaine de la chimie haute température, de la pyrométallurgie. Alors derrière, il y a énormément de besoins de connaissances à avoir, et notamment sur le milieu chlorure. Bon, là, vous avez un exemple parmi d'autres de diagramme pour le système NaCl, PuCl3, mais il y a un besoin important de connaissances par rapport à tout ça. Alors, maintenant, si on revient à notre cycle,
un autre cycle, bon, donc on retrouve tout à l'heure le cycle que je vous ai présenté, et le cycle lié au réacteur à sel fondu va se traduire par une adjonction d'un cycle complémentaire tel qu'il apparaît dans la partie encadrée en vert. Alors, je vais peut-être enfin, faire un focus sur cette partie-là que voilà, je présente ici. Donc, en fait, vous allez avoir dans la situation actuelle une transition finalement entre d'une part le cycle tel qu'il existe aujourd'hui, qui va donner un certain nombre d'éléments, donc de l'uranium, du plutonium, des actinides mineurs. Et ça, aujourd'hui, ça va rester pour très très longtemps une partie hydro. Voilà, ça c'est le point de départ. Mais après, lorsqu'on passe au réacteur à sel fondu, il va falloir effectivement synthétiser d'abord du PuCl3, du UCl3, et tout ça dans des sels fondus. Alors, la synthèse de PuCl3, UCl3, ce n'est pas forcément de la pyro, mais par contre, une fois que c'est mis en sel, tout ça, ça va tourner sous forme de sel fondu à haute température. Donc, alors là, il y a deux opérations qui peuvent être envisagées. D'une part, d'épurer de temps en temps le sel, parce qu'effectivement, dans le sel va s'accumuler ou vont s'accumuler les produits de fission, donc il peut être nécessaire de temps en temps de les éliminer. Et ça, c'est un traitement de sel pyrométallurgique ou éventuellement le retraitement du sel par pyrométallurgie, voire éventuellement de dissoudre tout simplement le sel dans l'eau et de le retraiter par des voies hydrométallurgiques. Donc on voit bien qu'il y a une interface entre ces deux concepts. Alors, ce que je voulais voir, oui, j'avais une image, mais bon, voilà, j'ai l'impression que je n'ai pas pris la bonne, mais ce n'est pas grave. Je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Donc là, je vous donne un exemple, si vous voulez, de cette jonction entre l'hydro et la pyro. Alors, l'image que j'ai prise là, volontairement, ça vient de la littérature pour trahir aucun secret dans les projets actuels. Et ça porte sur le thorium, bien qu'aujourd'hui, l'intérêt soit plutôt sur les sels chlorures. Mais peu importe par rapport à ça. Et donc, vous auriez dans la partie gauche l'oxyde de thorium qui, lui, viendrait par une voie hydro. Alors, si je prends juste un exemple, hein, vous le savez ou vous ne le savez pas, dans le traitement des terres rares, on est amené à récupérer certains minéraux qui conduisent à la production, à l'exploitation des terres rares contiennent de l'uranium et du thorium. Et en particulier, Rhodia a cumulé au cours de son exploitation des terres rares des quantités significatives de thorium, et c'est typiquement une voie hydro qui a conduit à cette accumulation-là. Et ensuite, vous avez toute la partie pyro qui serait derrière, donc, avec effectivement la conversion en sel fondu sous une forme acceptable de combustible, donc ça pourrait être PuCl3 par exemple, hein, si on parlait de milieu chlorure et de plutonium. Et puis, ça rentre en réacteur, et là, vous allez avoir une boucle où ça va tourner avec d'une part des procédés, si vous voulez, d'épuration, hein, avec un certain nombre de procédés, alors comme des extractions liquides, enfin sel fondu, métal fondu, des procédés d'électroséparation, de volatilisation, et la boucle se tourne comme ça pendant un certain temps. Alors, où en sont ces procédés-là? Alors, je ne vais pas vous les décrire d'une manière générale, hein, ça serait abusif et trop long à faire, mais j'ai représenté sur ce schéma-là quel était l'état, le TRL, donc le niveau de maturité des procédés. Alors, il y a un certain nombre de procédés par pays et par technologie. Donc là, par exemple, l'extraction liquide, enfin, tout ça sont des procédés pour des sels fondus, hein. Et vous voyez que le niveau de maturité est quand même relativement bas. On est 5-6 au maximum, quoi. Donc aujourd'hui, là, on sent bien qu'il y a une porte ouverte à des besoins extrêmement importants de R&D dans le domaine des sels fondus. Alors, ces sels fondus intéressent beaucoup de gens, donc je ne vais pas parler des projets en cours dans le cadre de France 2030.
discrétion oblige. Mais par contre, il y a un projet européen, Mimosa, qui pose relativement bien la question. Donc ce projet-là implique un certain nombre d'acteurs que vous voyez dans dans la grille qui est au-dessus, et qui pose les questions de production, par exemple, du trichlorure de plutonium, trichlorure d'uranium, etc. Il peut y avoir le thorium, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses. Et puis, derrière, il y a aussi toute la partie pyrochimique de procédés avec le recyclage du plutonium, des actines mineurs, un certain nombre de méthodes à mettre en place pour boucler la boucle de ce cycle-là. Donc, un grand nombre de recherches. Je vous invite à suivre éventuellement les développements de ce projet-là sur le lien que je vous ai indiqué. Donc, en fait, le problème, malgré tout, si vous voulez, des réacteurs à sel fondu, qu'ils soient fluorure ou chlorure, on voit qu'ils peuvent répondre à beaucoup de questions, mais un verrou qui freine quand même un certain nombre de choses, c'est le problème de la corrosion des structures. Quand on évoque réacteur à sel fondu, le chimiste ou le mécanicien d'ailleurs peut réagir en disant oui, mais sel fondu égale corrosion. Alors c'est vrai, dans le projet de Mimosa, effectivement, il y a des travaux sur la prévention de la corrosion, mais malgré tout, ce qui est important à voir, c'est que le changement de paradigme conduit à envisager des réacteurs qui seraient des réacteurs piles, c'est-à-dire qu'on vous délivre un réacteur qui est chargé, qu'on va implanter alors dans une industrie ou dans une communauté urbaine. Il va fonctionner pendant quelques années, disons 5 à 10 ans, 5 ans, et on l'enlève. Ensuite, on va le retraiter, on va l'exploiter et revaloriser un certain nombre de choses en usine. Mais 5 ans, ce n'est pas 60 ans. Et donc, les problèmes de corrosion que l'on pouvait imaginer dans la vision que l'on avait jadis du nucléaire, où on envisageait un nucléaire de longue haleine, un réacteur, maintenant on voudrait 60, plus de 60 ans éventuellement, le nouveau concept qui consiste à ces petits réacteurs, essentiellement piles, enfin, pas uniquement piles, mais pour certains d'entre eux piles, peut conduire à un débouché beaucoup plus favorable des sels fondus que ça n'était jadis. Alors, je vais arriver à ma conclusion pour ne pas être trop long, mais je pense que je ne suis pas trop long. Donc, pour moi, l'hydrométallurgie est incontournable pour le nucléaire sur un temps long, y compris pour répondre aux besoins nouveaux de nombreuses options de SMR. Mais effectivement, ça sera au prix de développement important. Bon, ils ont été évoqués par mes collègues précédemment. Je cite le cas des combustibles RNR, des particules triso, etc. Toutefois, pour moi, le développement possible des MSR, enfin des réacteurs à sel fondu, vers un horizon qui se situerait à peu près 2040-2050, hein, ça en trouve la porte à une montée en puissance de la pyrométallurgie dans le cycle du combustible. Et l'implantation de ces réacteurs à sel fondu, en fait, dans l'univers des réacteurs de génération 3, passera certainement par une interface entre la partie hydro qu'on connaît aujourd'hui ou qui aura évolué pour tenir compte des nouvelles contraintes de ces nouveaux réacteurs, à une interface pyro pour les combustibles sel fondu. Donc, je suis optimiste des deux côtés. Il va y avoir un joli travail à faire à la fois pour les hydrométallurgistes et pour les pyrométallurgistes. Voilà, moi, j'en dirai pas beaucoup plus maintenant. Voilà, je sais pas. Bien, bien. Merci beaucoup, Gérard, pour ce tour d'horizon. Et je crois que ta présentation était bien dans le prolongement des présentations précédentes. Moi, Voilà, j'ai essayé d'être complémentaire, hein. oui, 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 je crois que tu y arrives. Et malgré tout, j'ai travaillé en aveugle parce que je ne savais pas ce qu'allait présenter, enfin, sauf Diana qui m'avait Oui. un petit peu dit les choses, mais je ne Ah, savais pas du tout ce qu'allait présenter Andrea. ah oui. Oui, moi j'ai apprécié ce que tu as dit sur les réacteurs à sel fondu, les précisions que tu as apportées. Donc, je crois que ça va pouvoir ouvrir une discussion. Il y a déjà une question qui est posée par Hervé Mur, donc, qui sont les principaux leaders pour les réacteurs à sel fondu?
Est-ce que c'est la France, les USA? Je crois que la Chine est très active. Voilà. Alors, en fait, quand on regarde, je ne les ai pas forcément en tête là, mais je crois qu'il y a trois pays qui sont un peu leaders sur le domaine. Il y a la Chine, assurément, et puis il y en a deux autres. Je ne voudrais pas dire une bêtise, mais c'est très connu. Mais effectivement, il y a encore que quelques pays où le développement se fait de façon poussée, disons. Mais maintenant, on voit une montée en puissance, notamment grâce au programme France 2030, de ces réacteurs-là. Mais volontairement, j'ai pas voulu, enfin, ça a été fait tout à l'heure, il y a eu quelques réacteurs, enfin, au moins un réacteur qui a été présenté comme tel, mais volontairement, pour ne pas trahir aucun secret et puis qu'on ne risque pas de dire que je trahis quoi que ce soit, j'ai préféré ne pas les évoquer. Et à ce sujet, moi, pour prolonger cette question, je me demandais, est-ce qu'il y a déjà des réacteurs qui sont commercialisés, ou qui fonctionnent en tout cas vraiment, parce qu'il y a quelques années, je crois qu'on était près du but, mais ça ne fonctionnait pas encore vraiment. Euh, Vraiment en exploitation, en tout cas, non, j'ai peur de répondre une bêtise précisément. Il y a certainement, et c'est assurément pour les pays qu'on évoquait tout à l'heure, des projets très avancés. Maintenant, en faire une commercialisation, je ne suis pas encore complètement sûr. Mais je reste, D'accord. enfin, peut-être que Andreas c'est mieux que moi, mais Mm. Non, 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 il n'y a pas de réacteurs commerciaux. Il y a aujourd'hui, il y a la Chine, les États-Unis qui sont les acteurs majeurs. En Europe, il y a tout un pôle qui est en train de se mettre en place, avec notamment, qui est drainé certainement par la France aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment il y a un regain d'activité. Et je me permets de dire, effectivement, je pense que la conclusion était ce mariage entre hydro et pyro, pour moi, ça sera la clé de voûte pour la réussite de tout ça. Donc, merci mille fois pour la présentation, parce que on s'était pas concerté, mais c'était très en phase. Alors justement, Andrea, vous avez posé une question aussi, ou en tout cas fait un commentaire. Donc, vous disiez qu'il faudrait également avoir un cycle pour le chlore 37, qui est une matière valorisée qu'il serait souhaitable de récupérer. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? ah ben, de toute façon, bon, là, il y a plusieurs options. Il est certain que le chlore 37, c'est pas quelque chose de banal, donc ça, forcément que ça a un coût. Et autant qu'on puisse le recycler et recycler, ou épurer, recycler, réenrichir, enfin recharger le sel fondu, il faut le faire, c'est une évidence, hein. Maintenant, c'est du sel, c'est des chlorures. Donc, actuellement, il me semble-t-il, il n'y a pas une réglementation bien précise, je ne crois même pas qu'il y en ait vraiment une, sur le devenir du chlore 37 qui pourrait, enfin du chlore 37, du chlore 36 plus exactement, les rejets de chlore 36 qui pourraient résulter de l'exploitation de réacteurs à sel fondu. Donc là, il y a peut-être enfin, des choses à voir. Alors moi, je dirais quelque chose d'assez banal, hein, si vous voulez. Tant qu'on reste sur des petites quantités, bah, c'est du sel, hein. Le sel, ça se dilue, ça se met dans la mer. Voilà. Ça peut être peanuts, pas plus qu'un essai nucléaire ou quelque chose comme ça. Alors, à long terme, se pose vraiment la question du devenir de ces combustibles, enfin, de ces sels fondus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. D'accord. Alors, on a aussi une question de Damien, donc Damien Bourgeois, qui dit que donc en milieu chlorure, c'est U3 qui est le plus stable des degrés d'oxydation de l'uranium. Est-ce que c'est la même chose pour le Pu? Enfin, oui, c'est ça. Alors, C'est une question, oui. Est-ce qu'il est le plus stable? Oui. a priori, ce que j'ai vu, mais encore une fois, je reste très prudent et puis je veux pas, enfin voilà, je veux pas aller trop loin dans ma réponse, mais j'ai plutôt vu PuCl3. Oui, d'accord. Alors là, Et d'ailleurs, me semble-t-il que dans le projet Mimosa, effectivement, il est bien question de synthétiser PuCl3. il y a une remarque de Manuel Miguerditchan qui dit oui, le PuCl4 est volatile. Oui, peut-être, Oui. peut-être. Donc effectivement, il vaudrait mieux du PuCl3 probablement. Mais... Mhm. Oui, PuCl4 volatile, oui, c'est embêtant. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, Damien disait merci pour ta réponse.
Et moi, j'aurais éventuellement une petite question à propos, tu as reparlé un petit peu au début de la question du retraitement du combustible usé, d'uranium. Donc en France, on envoie, je crois que donc on envoie encore le combustible en Russie pour qu'il soit retraité enrichi. Et je Oui. crois que par exemple aussi les États-Unis le font aussi en fait. C'est-à-dire ils ont tout leur combustible qui vient, enfin tout leur combustible, une bonne partie, qui vient de Russie. Est-ce qu'en France, est-ce que tu sais si on a des projets donc Alors, je voudrais faire un tout petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, hmm, parce que je trouve que c'est assez amusant à connaître. En ce qui concerne la Russie et cette valorisation donc de l'uranium de retraitement, la question s'est posée, effectivement, est-ce qu'il est de bon ton, compte tenu de la situation internationale, de continuer à envoyer cette matière-là? La réponse, et je crois que c'est une réponse qui a été faite par le ministre ou la ministre, hein, je ne sais plus exactement lequel ou laquelle, qui a consisté à dire qu'en fait, on est engagé par des contrats et qu'il serait plus coûteux de rompre le contrat que de poursuivre le contrat à minima. Donc c'est pour ça qu'on continue à le faire. Voilà. hmm. Parce que les États-Unis, eux, ils sont en train de développer des installations pour faire ça. Oui, parce que les Russes, en fait, fournissent 40%, je crois, de l'uranium enrichi comme ça, globalement à l'échelle de la planète. Ouais. Oui, oui, voilà, les capacités d'enrichissement sont importantes. Après, Oui. la question, par exemple, pour la France, on aurait certainement, technologiquement parlant, la capacité à le faire, mais effectivement, par exemple, l'uranium de retraitement, eh ben, il est émetteur gamma, un peu émetteur gamma, et donc il faudrait dédier Mhm. des cellules pour ça, et après, c'est un choix politique, hein. Ouais. D'autant plus que l'uranium de retraitement, encore une fois, il est relativement peu utilisé, hein. Il faudrait vraiment qu'on en ait besoin, quoi. Mhm. Alors, on a maintenant une question encore de Damien Bourgeois. Donc, il dit, du coup, pour des raisons d'isotopie, les séparations groupées type coex-ganex, c'est plutôt une mauvaise idée. Vaudrait-il mieux tout séparer, entre parenthèses, la neutronique? Alors, le GANEX n'a de sens qu'avec des réacteurs à neutrons rapides. À partir du moment où on a un réacteur à neutrons rapides, l'isotopie a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'importance. Je ne dis pas qu'elle n'en a pas complètement, parce que tous les isotopes ne brûlent pas de la même façon, mais malgré tout, c'est beaucoup plus acceptable en neutrons rapides. Donc, l'idée de regrouper, oui, c'est pas, c'est assez logique, hein. Mhm. D'accord, bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah oui, elle arrive là. Donc, monsieur ou madame Delille dit que pour l'enrichissement de l'uranium naturel, euh, URT, URT. Moi je vois UNAT, Ah, pour alors, l'enrichissement de l'UNAT, je ne suis pas G- sur la même. GB2, je sais pas, va monter en capacité. La France est indépendante de la Russie, ça je sais pas. Pour l'enrichissement de l'URT, des solutions pour rapatrier le travail en Europe sont à l'étude. Ouais. Bon, Oui, enfin, on a la capacité à le faire, hein. C'est un peu un choix politique derrière. ouais, oui, voilà. Bon, on attend peut-être une minute, 30 secondes, voir si une nouvelle question arrive. Je crois on a à peu près bouclé. Bien, bah écoute, Gérard, il nous reste à te remercier d'avoir bien voulu donc faire cette communication. Et donc on est bien dans les temps, Voilà. on est bien, on n'a pas pris de retard aujourd'hui. Bon, ben je redonne la parole à Hervé.